Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, en fin de semaine, j'ai eu un coup de foudre complet parce que j'ai lu le livre de Ravi Par, Coder son destin, et j'ai eu un coup de foudre pour Ravi parce que je vous raconte en 30 secondes son histoire. Ses parents sont des réfugiés cambodgiens. Elle est née ici, au Québec, en plein milieu d'une tempête de neige, et elle a gravi très rapidement tous les échelons dans le domaine des mathématiques, de l'intelligence artificielle. C'est maintenant une leader dans son domaine. En plus, elle fait de la philanthropie. En plus, elle a créé une OSBL. En plus, elle fait du bénévolat dans plein de domaines. En plus, elle siège sur le CA de plein d'entreprises plus prestigieuses les unes que les autres. Je me sens comme une minable à côté de Ravi Par. Bonjour, Ravi Par. Bonjour, Sophie. Merci de me recevoir aucunement. J'ai entendu que tu étais une des plus grandes influenceuses au Québec. Oh boy! Pas tout le monde qui serait d'accord avec ça. Mais votre discours, Ravi Par, est tellement intéressant que plein de gens vous ont dit à un moment de votre vie, tu devrais raconter dans ton livre. Mais c'est pas un livre où vous vous lancez des fleurs, où vous dites, regardez comme je suis formidable, que j'ai fait ça vite. Au contraire, c'est vraiment de dire, si moi j'ai réussi, je veux inspirer d'autres gens à réussir, d'autant plus que vous êtes une femme, membre d'une minorité visible, issue d'un milieu défavorisé. Donc, c'est quoi votre secret? Pour ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, comment vous arrivez, malgré ces trois éléments-là, à réussir dans un domaine, les technologies de l'information, qui sont plutôt masculines, plutôt blanches et plutôt riches? Je dirais que c'est vraiment les valeurs que mes parents m'ont partagées et c'est des valeurs qui se retrouvent aussi au sein de la communauté québécoise, c'est-à-dire, c'est quoi le plus important à la fin de la journée? Donc, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'entraide, c'est une histoire comment est-ce qu'on fait pour aider le prochain. Donc, je vous dirais que ça a toujours été ma sauce secrète. Est-ce que tu es passionné dans quelque chose? Oui, vas-y, fonce. C'est normal d'échouer, c'est normal de tomber, ça fait partie du processus. Et ça arrive parfois que lorsqu'on tombe, on n'a pas toujours envie de se relever parce que des fois, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça nous tient, c'est quelque chose d'important à notre cœur. Donc, on se dit, si j'échoue, peut-être que je ne suis pas bonne là-dedans. Mais moi, c'est plutôt, tu sais quoi? OK, on se relève les manches. On se relève les manches. Il y a d'autres chemins alternatifs. Mais c'est fascinant parce que vous racontez dans le livre, donc, vers 7 ans, donc, vous commencez l'école et vous parlez pas du tout français parce que vos parents travaillent très fort. Vous êtes élevés, beaucoup avec des oncles et des tantes qui sont pas vraiment des oncles et des tantes, mais peu importe. Donc, en cambodgien. Et là, vous parlez mieux le langage des mathématiques que le français. C'est quand même assez fascinant. Oui, moi, j'ai grandi dans des blocs en Basse-Ville, à Saint-Sauveur, à Québec. Et puis, c'était vraiment se faire garder par la diaspora. Mais aussi, j'avais des voisins, des Québécois, et puis je me suis fait garder par eux autres. J'ai appris la culture québécoise à travers la nourriture, les patates pilées, la musique québécoise aussi. Dans ma tête, lorsque j'étais enfant, Pleure dans la pluie de Mario Pelcha, c'était une chanson qui était heureuse. Okay. Mais je comprenais pas les paroles. Dans la pluie. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est avec le temps que j'ai appris, mais c'est vraiment par mimétisme à l'école, à la maternelle que j'ai appris. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit, tu sais quoi, il faudrait que Ravi aille voir l'orthopédagogue parce qu'on sent qu'on voit qu'elle copie présentement. Et puis, finalement, c'était pas un retard d'apprentissage, c'était vraiment juste, je ne comprenais pas encore la langue. Mais c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes un exemple de réussite. Je le disais tout à l'heure, vous êtes membre de CA de plein d'entreprises, d'organismes. Donc, votre connaissance du français est absolument exceptionnelle. Et en même temps, en lisant le livre, on se rend compte que tout ce que vous analysez, vous l'analysez comme une spécialiste des données. Tout est un data et vous faites même des équations pour le succès. Tout passe à travers un algorithme. On a l'impression que dans votre tête, c'est comme un ordinateur qui fonctionne tout le temps. Je crois que le livre de la vie est écrit en mathématiques, mais je sais que plusieurs personnes ne vont pas être d'accord. Mais oui, c'est beaucoup en base de données. C'est très matriciel. J'adore les bases de données, que ce soit dans différents fichiers, différents formats, Excel, JSON, etc. Mais c'est de cette manière-là que j'intègre l'information. Et puis, bien sûr, je suis un humain, donc c'est limitatif qu'est-ce que je suis capable de faire et d'ingérer de l'information. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser beaucoup des équations, de la programmation. Dans le livre aussi, j'en parlais que j'ai commencé à programmer à un jeune
jeune âge parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et même maintenant, pour être capable d'analyser l'information rapidement, c'est une des façons que j'utilise vraiment avec la science de données, avec la valorisation des données pour prendre des décisions plus rapidement. Alors, je vous ai dit, quand je vous ai accueilli, qu'il y avait 2 passages dans votre livre qui m'ont particulièrement touchée. Puis je vous ai dit, peut-être que vous allez réussir à deviner. Vous n'avez pas deviné. Alors, il y a un passage où vous parlez du courage. Vous dites, quand je parle de mon parcours, on me dit souvent que je suis courageuse. Sur mon échelle, à moi, le courage, c'est fuir un génocide comme l'ont fait mes parents. Sont vraiment des résilients, vos parents. C'est une histoire de vie absolument incroyable. Et c'est vrai que survivre à un génocide, refaire sa vie dans un autre pays, commencer au bas de l'échelle, ça, c'est du vrai courage. Pour moi, c'est du courage parce que je me dis, si c'est une échelle de 1 à 10, puis j'en parle aussi, mon échelle d'émotion et de courage de 1 à 10, ben moi, je me trouve en bas de 5. Mes parents sont à 10. Ils ont traversé un pays à pied du Cambodge en Thaïlande, dans la jungle, rempli de mines antipersonnelles en à peu près 1 an. Ils sont restés dans des camps de réfugiés pendant presque 3 ans. Et puis, ils ont tellement cette résilience-là face à la vie, les choses qui sont importantes. Mes parents, c'est pas le prestige, c'est pas le rayonnement. Une petite anecdote, même lorsque j'avais gagné la médaille pour les bénévoles de la gouverneure générale du Canada, ils m'ont dit, ça, là, ce bout de métal-là, est-ce que ça va te donner des vacances? Est-ce que ça va t'aider? Est-ce que tu peux, entre parenthèses, le vendre? Qu'est-ce que ça t'amène alors? C'est très drôle. Puis c'est marrant parce qu'à un moment donné, vos parents, évidemment, ont cette mentalité aussi asiatique et aussi de gens qui refont leur vie. Il faut rien gaspiller. À un moment donné, ils vous mettent une pomme dans votre boîte à lunch, vous la mangez pas, vous vous faites chicaner par votre père. C'est vraiment extrêmement inspirant. Donc, Cybèle, tu voulais... J'avais une question qui est exactement là où vous alliez présentement. Étant donné que vos parents sont arrivés ici pour s'en sortir, puis vous, en espérant vous donner une vie meilleure aussi. C'est quoi la pression que vous avez en lien avec ça? Parce que, tu sais, là, vous avez parlé de vos valeurs, comment ça allait bien, mais est-ce que c'est lourd à porter comme futur à transposer maintenant? À l'âge de 9 ans, mes parents m'avaient dit que ça allait être moi qui allait s'occuper de la famille. J'ai absolument rien compris. Puis je me suis dit, j'ai une grande sœur. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est aussi de se dire que mes parents, ils m'ont dit, regarde, on veut pas que tu aies cette souffrance qu'on a vécue là. Voilà. Donc, on veut juste que tu aies une vie meilleure, que tu ne travailles pas 7 jours sur 7 et que tu sois en santé parce que dans un temps de génocide, le plus important, c'est vraiment la santé. Donc, quand ils voient comment je travaille et comment je fais du bénévolat, il y a des gros points d'interrogation sur leur visage, mais ils disent, écoute, si elle est contente, c'est ça l'important parce que je me considère extrêmement privilégiée d'avoir eu accès à l'éducation, même si j'ai été à l'école publique, et extrêmement privilégiée parce que ici, au Québec, j'ai des choix. Ah, mais ça, j'adore ça. Et vous êtes vraiment un symbole de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Vous écrivez un livre, vous êtes fille d'immigrants, de réfugiés cambodgiens. La préface de votre livre est écrite par Joanne Liu. Moi, c'est le Québec que j'aime, c'est le Québec intégré, intégrant, bienveillant, ouvert. J'adore votre histoire. On va quand même parler d'intelligence artificielle parce que c'est au cœur de votre vie, c'est au cœur de votre passion. C'est là-dedans que vous travaillez aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes maintenant associé en intelligence artificielle dans un gros cabinet, une grande entreprise ici au Québec, chez Deloitte, en fait, on peut le dire. Oui. Vous avez vraiment comme passion de démystifier l'intelligence artificielle. Vous dites à un moment donné, en entrevue au magazine Les Affaires, l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. Oui. Pourquoi? C'est comme un marteau? Avec un marteau, on est capable de construire une maison, une architecture, etc. Mais avec un marteau, je peux me faire mal et je peux faire mal aux autres. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une méthodologie scientifique et une technologie qui est extrêmement puissante. Alors, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, on peut l'utiliser au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, l'éducation. Mais lorsqu'elle est mal utilisée, je crois que ça peut être un effet aussi qui est dévastateur. Donc, d'ailleurs, vous avez co-signé, à un moment donné, il y a quelques années, Yoshua Bengio, qu'on connaît bien, évidemment, aussi. Vous faites partie des gens qui avaient signé cette lettre en disant « Attention, il y a aussi des dangers à l'intelligence artificielle ». En même temps, dans votre livre, il y a vraiment un plaidoyer où on comprend à quel point à tous les niveaux, dans le domaine de la santé, dans le domaine des entreprises, quand on met facteur humain
plus intelligence artificielle, c'est 1 + 1 = 3. Oui, parce qu'en fait, on l'utilise énormément. Le but, c'est vraiment de sauver du temps. On sauve en efficacité, en efficience. Et il y a des tâches sur lesquelles, exemple, vous et moi, on peut se dire, ben, peut-être que rédiger, mettons, une phrase très, très, très sensible, je peux peut-être aller voir comment l'IA générative peut l'optimiser, puis considérer certains éléments de la phrase sans copier-coller mot pour mot. Donc, je crois que ça peut vraiment aider. Et c'est comment les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent beaucoup au niveau de leur vie personnelle. Donc, on a 69%, selon les statistiques qui ont été partagées à l'événement public numérique le 18 mars passé, les gens l'utilisent beaucoup plus au niveau de leur vie personnelle qu'au travail. Donc, c'est important dans un milieu comme le travail, avec un impact sur la société, sur les citoyens, d'encadrer l'intelligence artificielle. Vous dites même dans le livre, il faudrait une loi. Bien, il y a présentement un projet de loi, le projet de loi C-27, Ouais. et c'est pour ça que j'avais signé aussi en 2022 avec Yoshua Bengio et Valérie Pisano et j'en passe. Mais c'est vraiment pour accélérer le processus et de dire, ben, il faut encadrer. Donc, qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi face aux algorithmes dotés en intelligence artificielle? Mais moi, j'avais une petite question pour toi, Sophie. Ah, ben oui, ben oui. Comment tu utilises l'intelligence artificielle? Ben, je l'utilise. Enfin, je sais, c'est un piège que vous me tendez. Non, parce non, que c'est là, pas un piège. l'animatrice C'est va pas un répondre. Non, je vais répondre jamais. Puis là, vous allez me dire, ben non, Sophie, à chaque fois, tu utilises ton cellulaire pour faire ci, pour faire ça. Tu l'utilises, c'est ça? Oui, Oui. mais l'IA générative, est-ce que tu l'utilises? Ben moi, j'ai fait faire ma figurine avec Starter Pack, là, Oui, oui. avec la petite figurine. Puis dans le fond, je me rends compte que c'est une bêtise, parce que là, ChatGPT sait c'est quoi ma face. Oui. Puis elle sait que je suis pour l'indépendance du Québec, fait que je suis faite. Oui, tu as donné de Et l'information oui, de façon on devrait gratuite. jamais ça. Eh bien, il faut lire les termes et les conditions d'utilisation, Jamais fait ça. mais j'avoue que lorsque j'utilise certaines plateformes, moi, je suis pas avocate, alors ça devient compliqué On pour peut se certains faire éléments. avoir. Exactement, donc il faut le vulgariser. Mais il nous reste 1 minute. Dans votre livre, vous dites aussi, Ravi, que il faut que les entreprises québécoises intègrent la bonne intelligence artificielle, parce que sinon, dans d'autres pays, d'autres entreprises qui, elles, l'ont déjà intégrée et profitent de ses bienfaits, vont nous dépasser. Donc, il y a vraiment une urgence d'agir. Il faut arrêter d'avoir peur aussi de l'intelligence artificielle. Oui, parce que présentement, je dirais que c'est beaucoup la démystification. À quoi ça sert l'intelligence artificielle? Donc, autre le fait, comme on sait, l'utilisation de l'IA générative, comme des Gemini et des ChatGPT de ce monde, comment est-ce qu'on peut l'appliquer au niveau des organisations? Comment est-ce qu'au Québec et au Canada, on peut rester compétitif? Parce que l'IA, elle est là pour rester et elle est là pour s'accélérer. Donc, tout le monde est en train de l'intégrer pour être capable d'analyser et de générer de l'information beaucoup plus rapidement. Je vous fais une promesse, Ravi. À partir de maintenant, à chaque fois que je vais avoir besoin de quelqu'un pour se prononcer sur un dossier qui a à voir de près ou de loin avec l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, au lieu d'utiliser un monsieur blanc de plus de... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va me faire extrêmement plaisir de faire appel à vous parce que vous êtes extrêmement compétente et que vous êtes une super bonne communicatrice. Je pense que si la petite Ravi de 7 ans pouvait voir à quoi ressemble la Ravi de 35 ans, je pense qu'elle serait extrêmement fière. Je crois qu'elle aurait de la misère à le croire. Voilà. Merci beaucoup, Ravi Port. Je rappelle Merci. que votre livre est publié aux éditions K.O. Et c'est Coder son destin. C'est vraiment un très bon titre. Et je me demandais quelle couleur vous alliez porter aujourd'hui. Le jaune vous va à ravir. Juste pour vous. Ah, ben ça, c'est gentil. Merci. Merci.